des otages français au Liban gravement malades, prévient le djihad islamique. Les négociations pour la libération de ces otages continuent. Ronald Reagan réclame l'alliance des Européens face à la Libye. À Rome, le pape condamne le terrorisme, mais n'approuve pas des représailles. RPR, UDF s'engagent ensemble sur un pacte gouvernemental, mais ne chiffrent pas leurs promesses. Un nouvel accident sur le Paris-Dakar, le motard Jean-Michel Baron gravement blessé. Paris-Dakar, en direct sur Antenne 2. Bonsoir. Les 4 otages français, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat et Jean-Paul Kaufmann, retenus au Liban, font l'objet de préoccupations constantes et toutes les dispositions possibles ont été prises pour leur santé. C'est ainsi que le gouvernement répondait indirectement au communiqué du djihad islamique. Un communiqué adressé hier soir à une agence de presse étrangère à Beyrouth et annonçant que l'un des otages français, qui s'était relativement rétabli après les soins intensifs et continus qui lui avaient été prodigués, a accusé une nette dégradation de son état de santé qui pourrait menacer sa vie. C'est le texte du message. Message adressé au gouvernement français accusé de lenteur et d'atermoiement par le djihad islamique. Sur la situation des otages français et ce que l'on sait des négociations en cours, le commentaire de Patricia Coste. Daniel Carton est inquiète. Son père est presque certainement l'otage malade dont parle le djihad islamique. Le diplomate est cardiaque, il a déjà eu 2 incidents de santé depuis son rapt. On sait qu'il a été soigné la première fois dans un hôpital Hezbollah de Beyrouth. À la seconde alerte, le gouvernement français avait envoyé le docteur Raad, que l'on voit ici. Il était parti au Liban, il en était revenu rassuré. Mais aujourd'hui, les otages ont été transférés dans la Bekaa, une haute plaine libanaise aux conditions climatiques dures. Après 10 mois, entre 4 murs et maintenant dans l'humidité et le froid, Marcel Carton a sans doute rechuté. Mais y a-t-il en plus chantage? Le communiqué de djihad islamique que les journaux libanais publient aujourd'hui s'adresse au président Mitterrand dont on déplore les lenteurs et les atermoiements. Le chantage de djihad islamique consiste alors à dire « Marcel Carton est malade, certes, mais il pourrait mourir ». Mourir si la France ne se dépêche pas de satisfaire aux exigences des ravisseurs, les Hezbollah, littéralement les fous de Dieu, que l'on voit ici manifester à Beyrouth. On a dit que la clé était en Iran, où se trouvent les autorités spirituelles de ces fous de Dieu. Une mission parlementaire s'est d'ailleurs rendue récemment en Iran, menée par le sénateur Daillet. Le contentieux est lourd. Les 3 griefs nous ont été constamment répétés. Vous soutenez unilatéralement l'Irak, pourquoi n'êtes-vous pas neutre? Vous accordez l'hospitalité à des groupes terroristes en France, qui de France envoient des colis piégés, et vous nous devez $1 milliard depuis 1975. Or, l'on sait maintenant de sources sûres que les négociations avec le pays de l'imam Khomeini, l'Iran, ont maintenant beaucoup progressé à la satisfaction de l'Iran qui aujourd'hui ne demanderait plus rien. Aujourd'hui, il ne reste plus que les chiites libanais, les ravisseurs, à satisfaire. Or, ils ont leurs propres revendications et ils s'impatientent. Oui, le ministre des Relations extérieures, Roland Dumas, confirmait ce matin que les négociations se poursuivaient, mais ne pouvait en dire plus. Il convient d'être discret dans ce genre d'affaires. Monsieur Dumas. Les initiatives françaises se poursuivent, que nous sommes en relation avec les États responsables de la région et que, en ce qui concerne les dernières nouvelles dont vous avez eu connaissance hier sur l'état de santé des otages, je confirme que nous avons pris toutes les dispositions qui pouvaient être prises, y compris dans l'hypothèse d'une aggravation de l'état de santé de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Voilà. À la Cité du Vatican, lors de son discours annuel devant le corps diplomatique, le pape Jean-Paul II a consacré une grande partie de son intervention au terrorisme. Nous ne pouvons que condamner cela de façon unanime et absolue. Le pape n'a pas cité cependant les attentats de Rome et de Vienne du 27 décembre dernier, mais a mis en garde contre toute action de représailles. Jean-Paul II a également invité l'Organisation des Nations Unies à ne pas tolérer que des États membres acceptent de se compromettre avec le terrorisme. Cette intervention du pape au Vatican coïncide avec les explications du président Reagan, publiées par plusieurs journaux européens, dont notre confrère Le Monde. Ronald Reagan estime qu'il est nécessaire que les Européens s'unissent face à la Libye. Le président américain est déçu par le peu d'enthousiasme de ses alliés dans cette voie. Le Canada suit timidement, mais en Europe, chacun marque ses distances. Georges Bortoli.
Oui, les pays européens ne croient visiblement pas autant que les Américains à la vertu des sanctions économiques. Ça peut être pour des raisons économiques. D'ailleurs, des pays comme l'Italie, comme la Grande-Bretagne, qui font un commerce important avec la Libye, ont des préoccupations de ce genre et c'est normal. Mais il y a d'autres pays européens, comme la France d'ailleurs, qui ne font qu'un commerce très réduit avec la Libye et qui pourtant ne sont pas pour des sanctions économiques. Alors il y a la vieille raison bien connue qui est que les sanctions économiques sont souvent tournées, donc peu efficaces. Et puis il y a la politique européenne au Proche-Orient, la politique des pays européens au Proche-Orient qui est en général de privilégier les rapports avec les forces arabes modérées. Et ces pays arabes modérés sont mis en situation gênante lorsque un autre pays arabe est placé lui en situation de, disons, de martyr. Ça ne veut pas dire, évidemment, que les Européens ne veulent rien faire. Au contraire, il y a actuellement de la concertation européenne dans l'air, probablement au niveau des ministres des Affaires étrangères et prochainement. Et puis, il ne s'agira pas entre Européens que de politique étrangère. Il y a aussi la coordination du renseignement, la coordination des polices. Car devant la menace du terrorisme, eh bien, ce sont bien les Européens qui sont en première ligne, beaucoup plus en première ligne pour l'instant, que les Américains. Le tribunal de commerce de Paris a décidé de réfléchir jusqu'à mardi avant de désigner ou non un administrateur provisoire au Progrès de Lyon. Le procureur de la République avait introduit une demande en ce sens, constatant une situation illicite au regard de la loi d'octobre 84 sur la presse, depuis le rachat par Robert Hersant du groupe Le Progrès. L'avocat de Robert Hersant s'y est opposé. Selon lui, il n'y a pas de motif légitime à la désignation d'un administrateur provisoire. De plus, les salariés viennent d'être payés. J'attends la décision du tribunal. Et vous avez confiance au tribunal? Ni méfiance ni confiance, je respecte les décisions du tribunal et je l'attends. Qu'est-ce que fera le groupe Hersant si un administrateur judiciaire est nommé? J'en sais rien. Hersant vous a dit qu'il se retirerait du Progrès de Lyon? Non, il m'a rien dit du tout. Oui. Merci, messieurs. À Lyon, dans les locaux du Progrès, le paiement des salaires donc est du 13e mois a quelque peu soulagé le personnel et une grande majorité des salariés dit ouvertement son souhait maintenant d'une paix économique et sociale. À Lyon pour Antenne 2, Serge Misseret et Gilles Deblair. Aucune réaction syndicale pour le moment. Il faudra attendre jusqu'à mardi prochain. Les seules personnes que nous ayons rencontrées, eh bien, ce sont des employés du livre. Ils sont certes inquiets pour l'avenir, mais ils sont tout de même contents d'avoir touché leur paye de décembre. Vous avez été payé? Oui. Ah oui, on a été payé, on a reçu la première. Ouais, il l'a vu. Bah, ça commençait à tirer. Oui. Enfin, ouais, ça suffisait jusqu'à présent. Et que ce soit Hersant qui vous ait payé, qu'est-ce que vous en pensez? Non, pour l'instant, je préfère être payé. Par la suite, ce sera différent, mais pour l'instant... Réaction de méfiance identique pour ce qui concerne la décision du tribunal de commerce de Paris. On attend mardi. On attend encore. Une fois de plus. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas drôle? Pas vraiment, non. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe dans votre journal? Géré par des incapables. Et si M. Lignel revenait, qu'est-ce que vous diriez de cela? Le désastre. Il faut que l'État aide le progrès? Les citoyens n'ont pas obligation d'aider des personnes qui ne savent pas faire leurs affaires. Et Hersant doit-il ou non rester? Il y a de meilleures solutions. Quelques déclarations politiques maintenant, celle de Lionel Jospin hier soir sur la 3e chaîne. Globalement, nous avons fait du bon boulot. Au milieu d'une période difficile, nous avons fait de notre mieux. Et puis Jacques Chaban-Delmas, hier soir à Bordeaux, le gouvernement a certes changé de cap en 83, mais gardons-nous, le pécheur repenti finit toujours par retomber dans son péché. Dans son édition datée de ce samedi 11 janvier, le journal La Croix révèle le contenu du pacte gouvernemental des deux principaux partis d'opposition. Ils signeront jeudi prochain une plateforme commune de gouvernement comportant une vingtaine d'engagements fondamentaux. Mais la plateforme a beaucoup évolué. Commentaire Jean-Louis Le Seine.
Lorsqu'ils signent le 10 avril 85 un accord pour gouverner ensemble, RPR et UDF sont loin d'imaginer à quel point sera malaisé le chemin qui mène à la plateforme commune. Les déclarations d'intention, c'est facile. Liberté de l'information, liberté de l'enseignement, liberté de propriété, liberté du travail, liberté des prix. Mais première difficulté, premier écueil, le retour au scrutin majoritaire. Impératif immédiat pour le RPR, c'est devenu à cause de l'UDF une exigence à terme moins définie. Deuxième difficulté, les dénationalisations. Il y faudra, dit-on maintenant, toute la législature et on ne parle plus de Renault. Troisième difficulté, l'immigration. Bien sûr, on évoque la fermeté pour les clandestins et les délinquants, mais il n'est plus question de réserver certaines prestations sociales aux seuls ressortissants français. Restent quelques engagements formels du RPR et de l'UDF. Renforcer les moyens de police et faire appliquer les décisions de justice, ne conserver qu'une chaîne de télé et une société de radio sous tutelle de l'État, ouvrir les droits à la retraite aux mères de familles nombreuses. Sinon, le libéralisme à tout crin a fait place à un pragmatisme raisonné, comme si l'approche de la cohabitation avait transformé l'acharnement thérapeutique en médecine douce. Dans les rues de Paris, manifestations à propos des crèches, des associations de parents, des puéricultrices, des pédiatres, des assistantes maternelles et familiales s'opposent à un projet de décret du ministère des Affaires sociales remettant en cause, selon les manifestants, la qualité des crèches. Il y aurait risque de déqualification du personnel. Reportage de Geneviève Moll. Georgina, ton décret, tu peux te le garder, nous, on n'en veut pas. C'est en scandant ce slogan qu'environ 2500 manifestants sont arrivés cet après-midi devant le ministère des Affaires sociales. Je manifeste pour la défense de la petite enfance et de la crèche collective. Et puisque aujourd'hui il existe un projet de décret qui remet en cause, qui enlève les médecins des crèches, qui baisse la qualification du personnel et qui fait qu'on va transformer les crèches en garderies. On manifeste aujourd'hui pour défendre notre profession, les auxiliaires de puériculture, voilà, parce qu'on veut garder notre emploi et parce qu'on veut travailler avec du personnel qualifié. Le projet de décret favorise en effet des services d'accueil différents des crèches traditionnelles, les crèches dirigées par les parents par exemple, dans lesquelles le personnel qualifié est réduit au strict minimum. Il faut dire qu'aujourd'hui, sur 33 demandes de places de crèche, une seule est satisfaite et que Madame Dufoy tente de réduire par tous les moyens l'attente des parents, au risque peut-être de dévaloriser la structure de l'accueil des tout-petits. Ce que je veux faire, c'est vrai, je veux que les structures innovantes de garde se développent en France. Ça veut dire les crèches parentales et puis ça veut dire toute l'imagination que les parents pourront avoir pour s'associer et faire ensemble des crèches d'un autre type. Ça, oui, je suis là-dessus d'accord. Mais je ne veux absolument pas démolir ce qui existe. Au contraire, personne n'a fait autant de places de crèches que ce que j'en ai fait depuis 4 ans. Alors je ne veux pas démolir ce qui vient d'être fait, ce serait idiot. Vous comprenez quand même l'émotion des puéricultrices? Mais non, elles s'inquiètent absolument à tort. Il n'y aura pas dans ce décret ce qu'elles ont peur d'y voir. Aucun texte ne sera adopté sans un accord de l'ensemble des parties concernées, a ajouté le ministre. Voilà qui devrait faire retomber l'effervescence de cet après-midi. L'histoire de Ricimer le barbare, un Goth du 5e siècle qui contrôlait l'Italie et le destin de ses empereurs. A priori, ce n'est pas une préoccupation essentielle. C'est pourtant celle de M. Guy Lacam, qui vient de soutenir sur ce sujet une thèse d'histoire du 3e siècle. Alors jusque-là, pas de quoi bondir. Mais l'extraordinaire de la chose, c'est que cet étudiant est âgé de 82 ans et qu'il a attendu cet âge respectable, après avoir vécu en Chine et en Amérique du Sud, pour s'intéresser au 5e siècle. Reportage de Thierry Calmette et Robert Rosier à Nice. Au Cap d'Antibes, on aurait pu la surnommer Pénélope. Madame Lacam contemple fièrement un des ouvrages de son mari, expert entre autres en monnaies anciennes et jeune docteur universitaire. Guy Lacam, 82 ans, à la retraite depuis 10 ans, vient d'affronter avec succès les professeurs de l'université de Nice. Examen insolite pour cet autodidacte, globe-trotteur, ex-capitaine d'industrie, qui un jour a décidé de devenir étudiant par défi ou par humour. Je suis reconnu comme un petit expert de cette période et ça me gêne. J'ai l'impression de commettre une escroquerie morale quand on m'appelle Herr Doctor. Et puis du côté français, bon, eh bien, si on me considère comme un intrus, je vais leur dire je suis pas complètement idiot, mes livres font quand même autorité, je vais prendre un petit grade universitaire, de sorte que lorsque j'écrirai à mes correspondants étrangers, je pourrai signer Docteur Lacam, et puis
sur le plan français, je serais peut-être traité avec moins de négligence. Voilà, docteur, c'est fait. Mais pourquoi n'avez-vous pas écrit de thèse à propos de vos merveilleux voyages, vos aventures en Chine, en Argentine, à Paris, au gouvernement français avant la débâcle de 1940? Vous étiez dans l'Himalaya, alors les Yétis, ça existe? Le Yéti n'existe pas. Les hindous portent, quand ils sont dans l'Himalaya, comme chaussures, des plaques de bois qu'ils tiennent au moyen d'une pièce de fer entre le gros orteil et l'orteil suivant, de sorte que leurs pieds sont déformés. Et quand CQFD, le Yéti est un fantasme. Intarissable, le nouveau docteur Lacam pourrait encore écrire des dizaines de thèses sur les sujets les plus passionnants. Au début du siècle, par exemple, dans le Pacifique, il a même recueilli les derniers récits de la tradition orale concernant la disparition de la Pérouse et de ses marins. Sa plus belle aventure, c'est peut-être ce diplôme universitaire à 82 ans, avec mention bien, en compagnie d'une fidèle équipière, sa femme. Le salon nautique à Paris et à la Défense permet actuellement aux constructeurs de faire un peu leurs relations publiques et de présenter respectivement les performances de leur dernière production. Mais il y a aussi derrière eux les petits, ceux qui font de la recherche. Ils sous-traitent pour les grands chantiers et sont souvent à la pointe de l'innovation, et pas seulement pour les bateaux de compétition. Voyez l'enquête de Jean-Marc Dubois et Luc Bachofen. Ce bateau, Diva, barré par Yves Pajot, le frère de Marc, a gagné en 83 la plus prestigieuse des courses de voiliers, l'Admiral's Cup. Mais savez-vous d'où il sort? Il est né derrière ces murs, dans un tout petit chantier naval de La Rochelle, le chantier Hervé. Ici se cache un véritable laboratoire de recherche pour le nautisme. On y prépare, à l'écart des grands chantiers, les voiliers de course de demain. La technicité, la matière grise, elle est là. Et c'est là aussi que les architectes font réaliser leurs idées, trouvent la concrétisation de leurs images de rêve de bateau. Toute l'alchimie, elle est faite ici. En effet, dans ces murs, les architectes navals mettent en pratique leurs idées les plus folles. Ce sont les seuls avec lesquels on arrive à mettre au point des techniques de fabrication avec des résines époxy, des fils de carbone, des nids d'abeilles, tous ces mots magiques dont on parle. En fait, on fabrique tous ces bateaux-là dans des chantiers de cette importance-là. Le chantier ne compte que 10 ouvriers qui travaillent en permanence sur de nouveaux modèles. Jamais deux fois le même bateau. Bateau de course, mais aussi prototype pour les grands chantiers français. Comme ce moule pour un navire de 12,50 m qu'on est en train de recouvrir de balsa. Un travail méticuleux qui assure au chantier Hervé un carnet de commandes plein 3 ans à l'avance. Cas très rare dans une industrie en difficulté. L'année dernière, le chantier a même réussi à exporter 70% de sa production vers les États-Unis. En tout, cela ne représente bien sûr qu'une quinzaine de bateaux par an. C'est peu. Mais la grosse production, ça n'est pas la vocation du chantier. On n'aime pas produire, on aime faire toujours du nouveau. Vous vous considérez comme un créateur? Pas comme un créateur, je pense que le créateur c'est plutôt l'architecte. On interprète les plans, c'est tout. Oui, mais quand la musique est bien interprétée, voilà ce que cela donne. Au Brésil, à Sao Paulo, actuellement on craint la sécheresse et l'eau est rationnée. Mais en Italie, à Venise, en revanche, l'eau monte. Une haute marée a obligé les Vénitiens et les touristes à mettre les pieds dans l'eau. L'image, vous allez le voir, est toujours belle. Venise sous les eaux, commentée par notre correspondant Victor Vramant. 30 cm d'eau, place Saint-Marc. Et avoir les pieds dans l'eau, ce n'est pas forcément agréable, même à Venise, et même si on a des bottes en caoutchouc. Ce phénomène de la marée haute se reproduit chaque année en hiver à Venise, ville déjà littéralement rongée par l'eau en temps normal. Les vaporetti, les bateaux-autobus, ne peuvent plus circuler que dans le Grand Canal, ce qui fait que les transports publics et aquatiques sont pratiquement paralysés. Les halles de Venise, sous le pont du Rialto, sont submergées. Il y a donc évidemment un problème d'approvisionnement, mais c'est toute l'activité commerciale qui s'arrête. Les magasins sont envahis par une eau sale qui charrie des ordures en tout genre. Il y aurait un moyen pour éviter cette inondation saisonnière. Canaliser l'eau avec des digues. Mais la loi sauvetage en faveur de Venise n'a toujours pas été votée par le Parlement romain, sans doute parce que les députés de Rome n'ont pas à marcher dans l'eau.
Ma plus belle histoire d'humour, c'est dans une dizaine de minutes ce que proposera sur Antenne 2 Guy Bedos. Guy Bedos en direct avec nous. Guy, une seule question, parce que je sais que c'est un peu difficile, quelques minutes avant une émission de variété en direct. Quelle est cette plus belle histoire d'humour en 20 ans de carrière? Guy Bedos? Non, il y a un petit problème, peut-être de liaison, avec le studio Début de Chaumont où va se dérouler cette émission en direct de variété sur Antenne 2 dans quelques minutes. Guy Bedos, est-ce que vous m'entendez? Non, eh bien, je crois que Guy est resté dans sa loge, très sagement, mais vous le retrouverez dans une dizaine de minutes environ, sur Antenne 2. On a quand même fait un petit essai, puis on salue Guy Bedos pour ses 20 ans de carrière, pour lesquels il nous a quand même bien amusés. Paris-Dakar, spécial Antenne 2, avec une fois de plus, depuis le début de cette compétition, de mauvaises nouvelles concernant un concurrent, le motard Jean-Michel Baron, gravement accidenté. Jean-Louis Calmejane, vous avez déjà des nouvelles peut-être ce soir, vous êtes en direct avec nous de Paris-Dakar. Oui, effectivement, Claude, nous avons quelques nouvelles de Jean-Michel Baron. On sait que son accident lui est arrivé au 150e kilomètre, non pas de la spéciale, les étapes où où les motards vont vraiment très vite, mais 150e kilomètre après le départ de la liaison qui devait amener ici donc les concurrents à Zinder. C'est arrivé sur une route goudronnée et Jean-Michel Baron a été surpris par un trou dans ce goudron. Il roulait, dit-on, à 150 km/h et effectivement, il a donc chuté. Apparemment, son état est assez grave. Je vous propose de voir tout de suite les dernières images que nous avons de lui. C'était hier lors d'une étape déjà très difficile, l'étape d'Irkou-Agadem, et il chutait précisément, mais cette fois-ci, c'était sur une dune. Regardez. On vient de le voir, Jean-Louis. Jean-Louis Calmejane. Oui, Claude. On a vu les images pendant que vous nous racontiez cette chute sur la dune, sans gravité hier. Hier, c'était sans gravité, effectivement. Jean-Michel était un garçon qui avait beaucoup de courage et qui était extrêmement spectaculaire. J'ai à côté de moi le docteur Jacques Azorin, qui est chirurgien, et le docteur Lapendry, qui est le médecin-chef ici. Si vous voulez, ils vont nous donner déjà les premières indications qu'ils ont pu recevoir. Oui, nous avons quelques indications assez succinctes. Nous savons qu'il est en coma stade 2, sans signe de localisation. Nous avons monté ici une antenne chirurgicale pour parer une plaie du genou avec fracture, et également il aurait une fracture d'un coude. Donc nous comptons uniquement le parer, l'immobiliser avant de l'évacuer tout de suite après par SOS Assistance. Alors Claude, ce que l'on peut dire, c'est qu'il sera ici à Zinder aux alentours de 22 h. Thierry Sabine est avec lui actuellement dans un avion qui doit l'amener ici, donc sur l'aéroport de Zinder. Docteur, est-ce que le temps joue en sa faveur? Oui, le temps joue toujours en sa faveur. Simplement, il est actuellement en bonne main puisqu'il est dans les mains médicales. Il est ce qu'on appelle techniqué, c'est-à-dire qu'il est sous ventilation artificielle, il est surveillé au point de vue médical et toute l'évacuation est prévue, c'est-à-dire qu'un avion est déjà en route depuis Paris pour le prendre en charge. Alors Claude, ce que je vous propose, parce que... Oui. Oui, Jean-Louis, je voudrais savoir, de l'avis des deux médecins qui sont à vos côtés, est-ce que l'épreuve Paris-Dakar n'est pas trop dure? Est-ce que Thierry Sabine n'a pas vu trop fort? Parce que ça fait quand même beaucoup de blessés depuis le début, et même un mort. Oui, alors le nombre de blessés est à peu près identique à celui de l'an dernier. Simplement, ce n'est pas dans les mêmes épreuves qui sont produits. L'an dernier, c'était dans les premières parties en Algérie. Cette année, c'est sur les deux dernières étapes qui étaient très techniques, qui sont des très belles étapes. Et la difficulté est sûrement à l'origine de ce grand nombre d'accidents. Alors Claude, ce que l'on peut dire effectivement, c'est que de toute façon la course continue. Ce que l'on peut dire, en tout cas sûrement, c'est que la course est extrêmement difficile. Il ne reste tout juste qu'un tiers des concurrents après l'étape d'Agadem. Ils étaient 472 au départ de Versailles, ils ne sont que 185 à partir ce matin d'Agadem. Et je vous propose de voir l'étape d'aujourd'hui. Vent de sable ce matin au départ d'Agadem, si fort qu'il a réussi à ensabler notre matériel de tournage et aussi surtout à faire abandonner ou rebrousser chemin 41 véhicules. Sur l'aéroport de Dirkou aujourd'hui, parmi ceux qui ont réussi à faire demi-tour, c'est un peu la panique. Les regards sont hébétés, les visages hagards. Principal souci, comment récupérer son matériel et rentrer chez soi. Aujourd'hui, on a un problème également de rapatriement parce qu'un amateur, sa voiture qui se trouve à 100 km d'ici, ça pose d'énormes problèmes de rapatriement où il faut laisser la voiture sur place. Et ensuite, pour revenir sur Agadez, ça nous coûte excessivement cher, sinon on nous laisse ici. Cet avion, on l'a, le pilote, on l'a. Il peut décoller dans 1 heure, 1 heure et demie. Les frais, c'est des frais réels
d'affrètement de l'appareil. Le coût de l'appareil aller-retour pour revenir chercher ses passagers demain matin, c'est 60 000 francs. Des frais non prévus, mais aussi la possibilité de retourner chez soi au moindre mal. Du coup, on retrouve le moral, mais encore faut-il mettre la main à la pâte. C'est un gag de plus du Paris-Dakar? Ouais. Je crois, oui. Vous allez où comme ça? Les surprises. Si certains concurrents ont réussi à partir, il y a aussi ceux qui sont restés ensablés. C'est le cas de nombreux camions, dont celui d'assistance des Lada. Il y a également ceux qui ont été accidentés. Rappelez-vous, hier, nous vous montrions le saut spectaculaire de la Rover Proto des Belges de Ladrière et Schellens. Quelques dunes plus loin, ils sont retombés sur le toit. Guy de Ladrière, atteint d'une fracture du sternum, a été immédiatement secouru par les médecins de l'organisation. Peu de temps après, on l'évacuait sur Agadez. Vainqueur de la spéciale aujourd'hui, une fois de plus l'Italien De Petri, au style remarquable. Cyril Neveu, toujours en tête au classement général moto. Côté voiture, Jean-Pierre Gabreau et Dominique Pipa sur leur Range Rover s'adjugent la première place de cette spéciale. René Medj est toujours en tête au classement général. La chute la plus spectaculaire, c'est celle d'Hubert Auriol. Regardez. Hubert s'en sort bien, il a eu plus de chance que Véronique Anctil. Cette chute, on la revoit une deuxième fois. Remarquez le premier réflexe d'Hubert une fois sur ses jambes. Essayez de prévenir les concurrents qui le suivent avant de s'occuper de sa moto. Au classement auto, pas de changement notable donc. La Porsche de Medj est toujours en tête avec un peu moins d'une heure d'avance sur les rovers de Raymondis et de Gabreau. Pour les motos, les mésaventures d'Hubert Auriol laissent le champ libre aux Honda. Les Honda qui sont solidement installés aux 3 premières places. Statu quo aussi pour les camions. De Roy largement en tête devant Juan. Certaines images de ce reportage comportent un aspect de publicité en faveur du tabac interdit par la loi, affirment n'avoir été guidées que par le seul souci de donner d'un événement d'actualité une information directe et spontanée. Exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 1986. Ouais, je voudrais également saluer le travail réalisé par tous nos techniciens, toutes les équipes techniques sur le Paris-Dakar, et puis le travail réalisé par nos caméramans Jean-Marie Lequertier, Pierre Le Petit et Henri Gallet. Il y avait un tiercé cet après-midi à Vincennes. Voici l'ordre d'arrivée, le 3, le 9 et le 10. Voici ce que vous avez gagné pour 5 francs, 2852 francs 50 dans l'ordre et 570 francs 50 dans le désordre. Et puis pour demain, eh bien, Pierrette Bresse, c'est à vous de jouer. Eh bien, oui, ça me fait rire. Bon. Parce que je sais à quoi vous pensez. C'est encore un très beau tiercé qui se jouera demain sur l'hippodrome de Vincennes avec les trotteurs. Il s'agit en effet du prix de Rouen, une épreuve au 3T longue de 2650 mètres qui réunit au départ quelques bons hauts et P, c'est-à-dire des chevaux âgés de 5 et 6 ans. Les hauts c'est 5 et les P c'est 6 ans. Voilà, exactement. Parce qu'on situe les trotteurs par la lettre qui commence leur nom. Ça détermine leur âge, comme les chiens. Bon. On continue. Qui se situe donc, cette catégorie de chevaux se situe juste en dessous des meilleurs de la génération. 19 trotteurs donc sont engagés. Oui, ils sont engagés ces chevaux-là. Il n'y a pas André Théron dans le coin qui pourrait m'en mettre. Allons-y. Et vous avez choisi? Oui, alors parmi eux j'ai choisi J'ai choisi... Il vient de bien courir, il vient d'être 5e. En tête, il est bien placé. C'est ça, je ne me trompe pas. Hein. Oui, c'est ça. Oui, oui. Et à mon avis, il a une bonne chance. Hein. Maintenant, il y a des chevaux qui ont un an de plus que lui. Là. Il y a des hauts dans cette épreuve-là. Et bon, ils sont peut-être un petit peu meilleurs, mais enfin, il a une chance. Hein. Il est en tête bien placé comme il est. Le cheval est en bonne forme. Où est-ce qu'on le met? En 3e position? Oui, voilà, 3 4e. Merci. Au revoir. Alors voici maintenant le pronostic que je vous propose dans ce tiercé du prix de Rouen qui a lieu demain après-midi à Vincennes. Avec en tête Prince Atout le numéro 14, Ocre et Verte le numéro 18, drivé par Philippe Allaire, Paysan du Sorté le 3, Prince Sérégor le 12, Poroto le numéro 9, Picarella le 13, Paulus du Perron le 5, Obline de l'Aria le 15. Voilà, je répète leur numéro, 14, 18, 3, 12, 9, 13, 5 et 15.
Voilà, et bien on va continuer dans le sourire, parce qu'un bon fou rire, ça fait du bien. Alors Alain, la météo maintenant. Bon, on va essayer. Je ne sais toujours pas ce que vous pensez, ça me fait toujours pas rire. Mais enfin, nous aurons demain un dimanche extrêmement contrarié. Regardez pourquoi sur la photo satellite. Ça commencera plutôt bien parce que nous avons cette perturbation-ci qui va s'en aller, qui est déjà partie d'ailleurs en Méditerranée. Cette photo date de 12h30. Mais nous avons ici un joli petit paquet qui est en train de se développer et qui arrive à toute allure à plus de 90 km/h, qui va demain contrarier ce dimanche qui aurait pu être pas trop mauvais, mais comme nous le dit la météo nationale depuis 2 jours, il sera pas bon. Regardez la carte de prévision pour demain, donc vous aurez du beau temps sur la Méditerranée, là évidemment, et vous aurez un temps qui ne sera pas trop mauvais du sud-ouest au centre et au nord-est. Des averses tout de même commenceront à gagner le pays par le nord, des averses résiduelles. Et puis voici ce petit paquet de nuages qui grossira de plus en plus et qui va se diriger vers le golfe du Lion avant de commencer sa traversée vers l'est. C'est un truc un peu curieux, mais c'est comme ça. Le thermomètre ne bouge pas par rapport à aujourd'hui, de 4 à 10 degrés sur la moitié nord, 9 à Paris, et de 5 à 13 degrés sur la moitié sud. C'est quand même relativement doux pour la saison. Demain sera le dimanche 12 janvier, nous indique notre agenda. 12 janvier, oui, toujours, ça n'a pas changé depuis 2 minutes. Le soleil se lèvera à 8h43 à Paris, il s'y couchera à 17h16, ça nous fera 2 minutes de soleil en plus. C'est Saint-Étienne, c'est très bien. Et il fera 6 degrés à Saint-Pierre-le-Moutier. Merci. À 23h30, le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2 vous sera présenté par l'excellent Philippe Arrouard. À demain 20h, bonsoir, merci.